Donc les intervenants et les intervenantes que vous allez voir sur scène sont tous et toutes des responsables associatifs et qui vont vous présenter des solutions très concrètes qu'ils mettent en place sur le terrain. On a ici avec nous Ayoub qui travaille à Mosaïque RH, Ayoub Boudadour qui est expert du recrutement inclusif à la Fondation Mosaïque RH. Et donc Ayoub, ce sujet, on est en plein dans le mille des 100 000 recrutements. Totalement. Merci beaucoup Anita pour cette introduction. Merci. Du coup, la session qui nous intéresse aujourd'hui met au centre deux principes très importants pour créer une société juste. Le premier principe, c'est l'inclusion. Le deuxième principe, c'est l'innovation. Et justement, les 4 associations que l'on va accueillir aujourd'hui prennent l'innovation au sérieux et surtout le mettent au centre de leur action. Ces 4 associations sont No Limit Éducation avec Julienne Kabanangui, Change Now avec Antoine Maréchal et Anissa Benhamed, et bien sûr Zinat Nguyen pour Campus et Anaïs Abchar pour l'Institut Citoyen. Alors je vais inviter du coup Julienne à prendre la parole, à nous faire son petit pitch. L'idée, c'est 5 minutes à 7 minutes de pitch, puis ensuite 5 minutes à 3 minutes de questions-réponses. L'intérêt, c'est que vous puissiez participer. Ce n'est pas que du descendant. Il faut qu'on construise ensemble cet événement. Commençons. Merci Julienne. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Je peux peut-être prendre le micro. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julienne Kabanangui et je suis la directrice d'une association qui s'appelle No Limit Éducation, qui a été fondée en 2021. Et donc, je suis la directrice, mais aussi la cofondatrice. Faut savoir que No Limit Éducation, justement, est née de l'indignation. Donc, moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Roubaix, dans les Hauts-de-France. Et dans ma ville de naissance, pendant que je faisais mes études, à chaque fois, je me heurtais, en fait, à énormément de freins. Des freins qui étaient liés à mon niveau social d'origine, mais aussi des freins aussi à mon manque d'information et à mon manque d'opportunités dû à l'endroit où je vivais. Et donc, No Limit Éducation, lorsqu'on l'a fondée, l'idée c'était justement comment justement répondre aux frustrations des jeunes qui, comme moi, ont grandi dans un quartier prioritaire de la ville, mais qui aussi ont des capacités, ont fait des études, ont envie de changer les choses, ont envie de bouger les lignes. Et dans l'idée justement de l'inclusion, on a créé des programmes qui visent justement à répondre justement à ces besoins. Donc, No Limit Éducation, comme je le disais, on œuvre pour l'émancipation de toutes et tous grâce au digital. On est spécialisé dans l'insertion professionnelle, la lutte contre le décrochage scolaire et la médiation numérique. Et donc, dans l'idée de se dire qu'aujourd'hui, la société aujourd'hui est transformée, et de plus en plus transformée par les nouvelles technologies, et la transformation digitale nous affecte tous et toutes. Et No Limit Éducation, à travers nos programmes, c'est comment justement on continue à faire de l'inclusion alors que la société est en train de changer et qu'on voit que les inégalités continuent à être creusées justement par ces nouvelles technologies. Donc nos programmes s'inscrivent totalement dans une démarche globale de transformation digitale des processus d'insertion, soutenant l'émergence des compétences adaptées au nouveau marché du travail. Nous avons lancé un programme qui s'appelle Recrutia, qui est un programme conçu pour accompagner les demandeurs d'emploi à l'ère de la transformation de notre société. Recrutia, c'est quoi exactement? C'est des ateliers techniques de recherche d'emploi animés conjointement avec des professionnels du recrutement et des salariés en activité dans un secteur particulier. Recrutia, c'est des ateliers techniques de recherche d'emploi qui sensibilisent à l'impact des technologies numériques sur les candidatures. Il faut savoir aujourd'hui, lorsqu'on candidate, on peut envoyer 100, 200, 300 candidatures, on a 0 réponse. Et énormément de candidats ne savent pas qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises utilisent ce qu'on appelle les ATS. Donc des tris automatisés. Et ces tris, en fait, vont aller trier les CV en fonction justement des sémantiques, donc des mots utilisés par les candidats, mais aussi en fonction de la mise en page utilisée. Et donc nos programmes visent justement, à sensibiliser les candidats face à ces nouvelles méthodologies de recrutement qui sont utilisées par à peu près plus de 83 entreprises aujourd'hui et qui va tendre à augmenter. Mais pas que, à dire qu'aujourd'hui, il est possible aussi de pouvoir optimiser sa candidature lorsqu'on a accès à cette information. Comment justement on optimise sa candidature lorsque on veut candidater pour un job.
Et puis aussi, c'est aussi des simulations d'entretien réel Recrutia. C'est aujourd'hui, vous optimisez votre candidature, vous l'adaptez au tri automatique usé par les grandes entreprises, mais aussi vous êtes coaché sur l'importance d'avoir des soft skills nécessaires à votre insertion professionnelle. Sur ces semaines d'activité, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les candidats puissent avoir des repères fiables, mais aussi que leur insertion puisse être garantie avec une candidature qui puisse matcher avec les exigences du marché du travail, mais aussi avec les opportunités données. Un de notre programme aussi qu'on nous met en place, c'est un bootcamp de 3 jours qui va être intensif et qui va travailler à l'initiation des compétences numériques et à la découverte du métier du digital. Tout au long justement de ce bootcamp intensif, nos candidats apprennent justement à découvrir les métiers du numérique aujourd'hui qui sont très recherchés dans les métiers dans le marché de l'emploi, notamment la data, la cybersécurité, donc vraiment globalement les métiers du digital. Et la suite justement de ce processus, ça leur permet justement de pouvoir acquérir les connaissances, les connaissances nécessaires dans le secteur d'activité, les orienter efficacement vers soit vers une formation, soit vers la reprise d'études digitales, mais surtout aussi les orienter vers les métiers qui recrutent, les métiers dans lesquels il y a vraiment des opportunités. Et pour terminer un peu, une de nos actions aussi phares, c'est le matching formation. Donc on a créé un matching formation, un programme qui s'appelle Matching Formation, qui permet justement d'accompagner les publics éloignés de l'emploi et de la formation vers l'acquisition de compétences concrètes demandées par le marché du travail, en créant justement un matching formation intelligent qui permettrait au public éloigné de l'emploi de pouvoir accéder justement à des opportunités de formation nécessaires pour justement leur insertion professionnelle. Merci beaucoup, Juliane. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci, merci. Alors, est-ce que vous auriez une question? Je suis prêt à descendre pour vous donner le micro. Il y a un micro dans la salle. Qui vous a une question? Madame, allez-y. Déjà, merci d'avoir présenté l'association No Limite Éducation, que je ne connais pas. Et j'aurais voulu savoir combien est-ce que vous accompagnez de personnes pour savoir quel est votre impact et est-ce que vous avez comment dire, un partenaire pour vous permettre de démocratiser votre démarche pour pouvoir qu'elle soit plus homogène sur le territoire, parce que là, vous me parlez de Roubaix. Mais après, je pense que la problématique, comme on l'a vu avec France Travail et avec le partenaire sportif, il y a aussi au niveau des publics ruraux. Je pense que eux, pour le coup, c'est pas leur préoccupation première d'être digitalisés. Et après, encore une fois, la transformation digitale, elle est toujours à des vitesses différentes selon les publics. Et puis selon, on va dire, comment on pourrait dire ça, le milieu familial aussi. Exactement. C'est vrai que j'ai introduit en disant que je venais de Roubaix, mais l'association agit essentiellement en Île-de-France actuellement. Et concernant les partenariats, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des boîtes de recrutement justement sur les dispositifs Recrutia, mais aussi avec la région Île-de-France sur des dispositifs beaucoup plus sur la montée en compétences dans le métier numérique. Et récemment, en partenariat avec l'association Vox Populi, on vient de remporter un appel à projet de l'APEC, Novapec, pour justement démocratiser Recrutia sur tout le territoire français. Donc voilà pour la première question. Et c'est vrai que sur la question justement, sur la montée en compétences dans le numérique et le fait qu'il y a une disparité en fonction des foyers d'où l'on vient, j'ai pas présenté l'ensemble de nos programmes. On a un programme qui s'appelle Compétentiel et qui vise justement en fait à créer des modules adaptés en fonction du niveau en fait de compétences numériques de nos bénéficiaires. Et par an, on accompagne plus de 200 jeunes par an. Voilà. Super. Alors, une dernière question, très rapide, quand on va tenir la montre. Oui. Et bonjour, voilà, je vous remercie pour votre intervention. Alors, je voulais savoir si vous disposez de, justement, dans le cadre d'ateliers de recherche d'emploi, enfin tout pour les bénéficiaires, pour les candidats, d'outils prédictifs là pour le recrutement, savoir un peu
la philosophie des entreprises, la culture, un peu aussi. Nous, on forme les recruteurs, mais il faut aussi former les candidats. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que là, le marché change et les stratégies aussi. Donc là, vous avez abordé les algorithmes de matching. Effectivement, ça c'est très important. Parce qu'il faut mettre il y a des mots-clés qu'il faut peut-être pas mettre dans les CV, d'autres. Voilà. Donc je pense que c'est très important. Alors je voulais, la question, est-ce que vous disposez d'outils prédictifs digitaux pour l'évaluation d'entretien de recrutement pour les candidats, pour savoir mieux se présenter en termes de soft skills, en termes de compétences. Alors avec un éditeur. Alors dites-moi. Sur l'outil prédictif, c'est bien ça, hein. Voilà. Sur un outil prédictif. Donc, il faut savoir que Recrutia aujourd'hui est conçu en format programme. Donc, c'est des programmes, donc c'est des outils pédagogiques. Ah, je vous laisse. Oui. En fait, alors moi, je vais aller faire vite. Je souhaiterais vous offrir justement, parce que nous sommes éditeurs de solutions, donc pour le talent management, donc Sigmund. Donc ça fait un peu une quarantaine d'années qu'on est sur le marché. Donc voilà. Et je voudrais effectivement, c'est pas une forme de convention comme vous voulez, un peu avoir accès à notre plateforme, à un certain nombre de solutions dédiées. Et je voudrais donc m'adresser à vous pour effectivement concrétiser cela. Voilà. Eh bien, merci match. beaucoup. Voilà, ce sont des axes, Bravo. Bravo, merci beaucoup. On va donc. Voilà, je vous merci remercie. beaucoup. Voilà, ça, on passe à l'acte. Super, magnifique. Super, merci beaucoup. Écoutez, d'ailleurs, merci beaucoup Julienne Merci beaucoup. pour ton intervention. Et déjà en plus, tu as une solution pour demain. Super, on échange tout à l'heure, alors je vous attends. Super. Eh bien, on va passer à la deuxième intervenante. Du coup, c'est Zina Tenguyen de Campus, la présidente de l'association, qui va nous présenter ses innovations. Et bienvenue Zinette. Non, ça marche pas. Est-ce que ça marche? Ah oui, parfait. Alors, bonjour à tous et à tous. Je vais commencer par une phrase, peut-être un peu contre-intuitive. L'éducation ne change pas le monde. L'éducation change les personnes et les personnes changent le monde. C'est ce que disait Paulo, qui était donc un pédagogue brésilien, qui justement a popularisé la pédagogie des opprimés. Et pourquoi est-ce que je parle de lui ici, aujourd'hui? Parce que dans son approche, il met au cœur de son approche l'apprenant. Et en fait, son idée, c'est que il faut partir des réalités de l'apprenant. Il n'y a pas un sachant et un apprenant, mais il y a une personne qui a des réalités et il faut la doter de responsabilités pour qu'elle se sente utile dans la société, qu'elle trouve un sens dans son apprentissage. Et je pense que c'est ce qui est au cœur aujourd'hui de l'insertion professionnelle, mais aussi de l'éducation nationale et des acteurs qui agissent pour accompagner les plus jeunes dans leur insertion professionnelle. Et donc aujourd'hui, je représente l'association Campus, donc CAMPLUS, donc qui est plus qu'un camp apprenant, mais un incubateur de réussite éducative. Et donc je vais prendre le temps de vous présenter l'association juste après. Le constat derrière la création de cette association s'est fait durant la période de Covid, il y a 5 ans. Cette période-là qui a creusé les inégalités et en fait qui a simplement et malheureusement seulement mis en lumière des inégalités qui existaient déjà dans le domaine de l'éducation et donc particulièrement auprès des jeunes qui viennent de quartiers populaires, donc de QPV, mais il y a aussi des jeunes de zones rurales, en ultramarin, en outre-mer, etc. Et l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce que ces jeunes-là pourront avoir un environnement d'apprentissage plus sain, où ils peuvent se développer avec leur code, avec leurs particularités, sans pour autant subir un apprentissage descendant. Et donc c'est de là que Campus est créé à travers des pédagogies qu'on appelle alternatives. Et donc la démarche déjà derrière Campus, la vision derrière Campus, c'est que chaque jeune, peu importe son milieu d'origine, mérite d'avoir un avenir à la hauteur de son ambition. Et pour ça, il y a une démarche. Notre démarche, elle est en 3 étapes. Savoir, vouloir, pouvoir. Savoir, c'est agir sur l'accès à l'information.
le fait d'ouvrir le champ des possibles. Parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas choisir sur la base de ce qu'on ne connaît pas et de ce qu'on ne sait pas. Donc l'idée, c'est que chaque jeune puisse avoir accès à l'information, pour faire des choix éclairés dans son orientation académique et professionnelle. Ensuite, il y a le vouloir. Une fois qu'on sait et qu'on a l'information, il faut encore avoir la motivation et la détermination. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à nourrir. Et donc l'enjeu, c'est de travailler là-dessus, de travailler sur le rapport à l'apprentissage et le rapport aussi à l'ambition, casser tout ce qui va être, entre guillemets, autocensure, mais aussi des barrières et des croyances limitantes. Et ensuite, une fois qu'on sait, une fois qu'on veut, malheureusement, on ne peut pas toujours, et donc arrive le pouvoir. Pour ça, maintenant qu'on sait, maintenant qu'on veut, il faut avoir accès à des compétences concrètes qui nous permettent de mettre en œuvre nos rêves, nos projets. Et donc pour ça, c'est les compétences de savoir-faire, de savoir-être, donc tout ce qui va être confiance en soi, gestion du stress, prise de parole en public, mais aussi des compétences techniques de plus en plus importantes aujourd'hui autour de l'IA notamment, comme ce que pouvait évoquer la précédente intervenante. Donc voilà, savoir, vouloir, pouvoir. Et derrière ça, on a créé un programme en 4 étapes pour que les jeunes puissent révéler leur potentiel, pour que les jeunes puissent avoir un pouvoir d'agir plus important sur leur parcours. Ce programme-là se base sur 3 pédagogies. On aime bien le chiffre 3 chez nous. 3 pédagogies alternatives. La première, la pédagogie immersive. Le fait que les jeunes soient en immersion et puissent être dans un cadre d'apprentissage, un environnement d'apprentissage qui est propice à leur développement, comme dans un centre de formation accéléré. Deuxième pédagogie, la pédagogie par les pairs. Le fait que ce soit des plus jeunes qui accompagnent d'autres jeunes pour qu'il y ait un sentiment d'identification et une légitimité aussi et un vécu qui se rapproche. Et enfin, la pédagogie active, le fait de valoriser l'erreur et l'apprentissage par le faire et l'apprentissage pratique. Et donc, tout ça concrètement, ça donne un programme en 4 étapes. La première, c'est un séjour immersif pour des jeunes, donc ça peut être des lycéens ou des étudiants. Et donc, durant ce séjour, il y a des temps d'apprentissage, des temps de travail en groupe, des temps de loisirs. Et en fait, il y a une émulation qui se crée au sein de cette communauté. Et donc, il y a une sorte de gros déclic qui se fait. La deuxième étape, donc les encadrants qui étaient sur le séjour continuent à accompagner les jeunes à travers du mentorat post-séjour, durant plusieurs mois, 4 à 6 mois. Et ensuite, ces lycéens-là, donc ces premiers bénéficiaires, sont formés et responsabilisés pour accompagner à leur tour des plus jeunes de leur ville. Et donc là, en l'occurrence, des collégiens. Et donc, à travers ce parcours-là, sur 10 mois et une année scolaire, les jeunes, à la fois, se révèlent, se responsabilisent, mais apprennent et solidifient aussi leurs compétences en retransmettant à d'autres jeunes. Voilà pourquoi plus. Super, merci beaucoup Zinat. Alors, pour tenir la montre, on a besoin d'une petite question. Involontaire ? Eh bien, je vais poser ma question. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux recruteurs pour qu'ils puissent s'engager auprès de toi, auprès d'autres associations comme la tienne, qui développent autant d'innovations? Qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Ce que je dirais aux recruteurs aussi qui visent à un recrutement plus inclusif, c'est aussi d'accompagner ces structures-là ou d'aller voir ces jeunes-là dès le plus jeune âge, parce que on est dans une ère de la formation continue, mais en fait, ça commence dès le plus jeune âge. Et donc d'aller les voir dès ce moment-là, aller comprendre leur réalité et en fait aussi mettre ces jeunes premiers concernés autour de la table. C'est pas forcément intuitif de ramener des jeunes autour de la table pour discuter de sujets dits importants, mais nous, notre manière de travailler, c'est d'avoir une certaine humilité aussi pour se dire, moi la première, je suis plus de la même génération que les autres plus jeunes que moi, même si je reste jeune. Et voilà, c'est de savoir aussi quelles sont leurs réalités, leur rapport à l'IA, leur rapport au monde du travail, le sens, qu'est-ce qui les motive, etc. Et en fait, de aussi réadapter les offres et ce qu'on propose et l'accompagnement vis-à-vis de leur réalité aussi. C'est ce que je leur dirais. Super, c'est noté. On applaudit Zinat, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup Zinat. Nous allons passer donc au tour de Anaïs Abchar, présidente de l'Institut Citoyen. C'est à toi Anaïs. Partage avec nous ton innovation. Super. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je me présente, je suis Anaïs Abchar. Je suis la directrice d'une association qui s'appelle l'Institut Citoyen.
Et comme son nom l'indique, on est parti d'un constat, c'est que plus de 70% des jeunes souhaitent travailler pour une entreprise qui s'engage, qui est en adéquation avec ses valeurs sur les aspects sociaux, mais aussi environnementaux. Moi, de métier, je suis consultante en responsabilité sociétale des entreprises et j'ai eu l'occasion d'être bénévole très jeune. Les valeurs d'engagement et de solidarité, c'est des choses avec lesquelles j'ai grandi et j'ai eu la chance de grandir. C'est pourquoi, pendant le confinement, j'ai décidé de m'engager davantage en créant ma propre structure et en accompagnant en fait les jeunes à découvrir les associations de leur territoire et à lever tous les freins à l'engagement. Parce qu'on se rend compte que la majorité des jeunes s'engagent déjà avec de nouvelles formes d'engagement. L'Institut citoyen, notre mission, c'est vraiment de répondre à ce constat. C'est de 1, une crise dans les institutions, de 2, des nouvelles formes d'engagement qui se développent, et de 3, des organisations qui souhaitent créer des espaces collaboratifs. Et donc, nous, ce qu'on fait concrètement au quotidien, c'est qu'on sensibilise, on forme des citoyens, des organisations sur 2 thématiques clés, la durabilité et la citoyenneté. On a un premier atelier qui s'appelle la fresque de l'engagement durable. Pour ceux qui connaissent la fresque du climat, qui est un peu le format mère, on a créé notre propre atelier pour permettre aux jeunes, aux citoyens et aux organisations de créer des espaces de débat. Donc on va travailler sur un référentiel clé qui sont les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc l'atelier va permettre d'avoir cette approche systémique. On va parler autant de l'éducation, de la santé, de la précarité en lien avec le changement climatique. Et ensuite, on a développé un autre atelier qui s'appelle la fresque de la citoyenneté locale, qu'on va développer notamment auprès des collectivités et là des jeunes. On va se poser la question, quels sont mes droits et mes devoirs à l'échelle de ma ville? La citoyenneté, c'est pas juste voter. La citoyenneté, elle se met en pratique. Et quelles sont les différentes institutions locales qui existent? Donc là, on va parler du conseil régional, on va parler de la communauté de communes, etc. On va remettre du local dans ce terme de la citoyenneté pour que ça impacte directement notre quotidien. Concrètement, ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai eu l'occasion d'être engagée avec l'association que vous avez juste avant, notamment Campus. Et concrètement, on anime des ateliers, c'est 2h30, c'est des temps ludiques et pédagogiques. On va dans vos organisations, on va auprès de vos jeunes, auprès de vos équipes, et on va les sensibiliser à ces sujets. Aujourd'hui, on a sensibilisé 1800 participants pendant à peu près 1 an et demi. On a créé une antenne aussi au Maroc sur le sujet du développement durable et notamment sur l'objectif 8 qui est eau et assainissement. Et là, l'idée, voilà, aujourd'hui, on est là pour continuer notre développement. On forme aussi des animateurs ambassadeurs. C'est important pour nous, c'est les sujets de l'engagement, de la citoyenneté, de la durabilité. C'est des sujets qui vous touchent. On peut vous former à l'animation de cet atelier, que vous pouvez proposer auprès de vos équipes, auprès de vos jeunes que vous accompagnez, si vous êtes enseignant et enseignante. Et donc, on forme à l'animation aussi. C'est important pour nous qu'on ait ces démarches de transmission. Voilà un peu pour le pitch. Je ne sais pas s'il y a des questions. Super, merci beaucoup Anaïs. Et justement, en termes de questions, je ne peux que saluer l'arrivée des étudiants de Évry-Saclay. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez une question à poser à Anaïs, notamment ? Pas de souci. Ah, peut-être, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de partenariat réussi avec une entreprise ? Effectivement, on a la chance d'animer des ateliers auprès des jeunes, des publics scolaires, mais aussi auprès des collaborateurs et notamment des jeunes collaborateurs pour en fait démocratiser le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça va être un temps où les équipes, elles vont jouer au jeu de cartes, elles vont parler de ce qui leur touche en tant que collaborateurs et quelle action elles veulent mener. C'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais on a des ateliers qui sont tournés vers le passage à l'action. On va structurer pendant l'atelier un passage à l'action à travers notamment la carte solution. Donc pour les partenariats réussis, on a des entreprises qui nous soutiennent depuis le début, comme Deloitte, on travaille avec PwC, on a eu la chance de se lancer aussi avec Bouygues Télécom, qui est très engagé sur la notion des droits humains. Ils ont formalisé en 2025 une politique interne et externe pour les parties prenantes en termes de droits humains, qui va impliquer du coup le travail des enfants, la lutte contre la précarité, la gestion voilà, de tout ce qui est autour des droits humains. Et on travaille avec pas mal de partenaires aujourd'hui
aujourd'hui, école aussi. Voilà, on a pas mal de choses et on a eu la chance aussi de se lancer avec la Caisse des dépôts au Maroc, qui est l'équivalent de la Caisse des dépôts en France, pour justement accompagner des associations sur les territoires, notamment en ruralité au Maroc. Et voilà un petit peu pour les partenariats réussis. Concrètement, qu'est-ce que c'est un partenariat réussi? C'est un partenariat, on va venir animer un atelier auprès des collaborateurs. On a toute une préparation pédagogique, on va adapter l'atelier à vos enjeux organisationnels, il faut que ça soit 100% adapté. Et l'enjeu qu'on a, et nous on mesure l'impact, c'est sur quelle action va être menée post-atelier. C'est important de sensibiliser, c'est important de former, mais comment on va donner les clés aux jeunes, aux citoyens et aux organisations pour qu'elles mettent en place des initiatives concrètes, locales et collectives. Et c'est sur ça qu'on essaye de travailler. Voilà. Super. Merci beaucoup, Anaïs. Merci beaucoup. Eh bien, on va laisser place, du coup, à nos derniers intervenants, Antoine Maréchal et Anissa Ben Ahmed de Change Now, qui vont nous pitcher leur projet. Bonjour à tous. Donc déjà pour vous rassurer, notre titre de poste n'est pas aussi long que ça, mais ça a été une fusion des deux postes. Et donc on va vous parler de Change Now avec Anissa. Change Now, sans doute que vous connaissez, c'est l'exposition des solutions pour la planète qui a lieu chaque année et qui aura lieu donc, du 30 mars prochain au 1er avril. Donc vous pouvez déjà le noter dans votre agenda pour venir participer avec nous à l'événement. Et on va vous présenter le programme Banlieue for Change sur cet événement. Merci beaucoup Antoine. Donc, comme il l'a très bien résumé, Change Now, c'est l'exposition universelle des solutions pour la planète. Depuis 2017, nous rassemblons plus de 1000 solutions au Grand Palais pendant 3 jours. Ces 1000 solutions adressent les plus grands challenges de notre époque sur les questions de climat, de biodiversité, de ressources, mais également d'inclusion. Parce qu'on est très identifié sur le volet environnemental, mais Change Now adresse également et en grande partie les sujets d'inclusion. Donc, c'est plus de 40 000 participants qui sont réunis chaque année, parmi lesquels plusieurs typologies de participants, des investisseurs, des représentants économiques, des représentants politiques, des représentants de la société civile, des activistes, des artistes, des médias. Il y a plus de 750 médias qui sont accrédités chaque année chez nous. Et 140 nationalités qui sont représentées. Donc c'est vraiment le monde qui se rassemble pour adresser ces enjeux-là pendant 3 jours au cœur de Paris. Donc on a la chance, nous, que ce soit à Paris, que ce soit pas très loin de chez nous, et d'avoir toutes ces opportunités-là. Et il était évident d'en faire profiter le plus grand nombre, d'où la création de ce programme Banlieue for Change. Et du coup, donc en fait, ce programme, pour vous dire, il naît de 2 constats. Le premier constat, donc il y a une étude de 2025 qui a été faite par la métropole européenne de Lille et qui donne des données qui sont pertinentes sur tout le territoire national, mais vraiment la métropole a pu sortir ces données qui sont clés. C'est que dans les QPV, 61% des habitants vivent dans des territoires fragiles en termes de santé environnementale, là où pour l'ensemble de la population, c'est 34% qui vivent dans ces territoires fragiles. Donc en fait, quand on vit dans un QPV, on a 2 fois plus de risques d'être dans un territoire fragilisé par la crise climatique. Donc la conclusion, qui est dramatique, c'est que la crise climatique frappe plus fort là où vivent ceux qui émettent le moins. Et le deuxième constat, c'est une étude de Make Sense et de Get Up de 2022 qui montre que les jeunes des quartiers sont déjà engagés dans des pratiques écologiques, notamment le réemploi, la sobriété, l'entraide, mais qu'ils font face à des freins spécifiques pour développer leur savoir et leurs pratiques liées à la transition, qui sont du coup ces freins, donc le manque d'information, le manque de reconnaissance, le manque de moyens, le sentiment d'illégitimité ou la difficulté à se projeter. Donc la conclusion, c'est que ces habitants qui sont les plus exposés à la crise sont aussi les moins accompagnés pour devenir acteurs de la transition, d'où l'importance du programme Banlieue for Change qu'on lance avec Change Now. Voilà, donc à partir de ces 2 constats, il était évident que l'on dédie un programme thématique à ces populations-là, donc aux jeunes et aux habitants des QPV de manière générale. On a lancé un prototype de ce programme en 2025 pour la première fois, qui a réuni plus de 80 participants. L'idée, c'était vraiment de les inviter au Grand Palais pour adresser ces sujets-là, pour aussi leur faire prendre conscience, les sensibiliser, leur faire prendre conscience que ces sujets-là les concernent avant tout. Pour citer Sana Saïtouli de Banlieue Climat, qui a tendance à dire que les habitants des quartiers sont les premiers concernés et les derniers concertés
lors de l'évocation de ces sujets d'écologie. Et pourtant, effectivement, lorsqu'on habite dans une passoire thermique, lorsque le parc automobile de nos quartiers sont vieillissants, de plus en plus polluants, que la nourriture qui nous est distribuée est infectée, est polluée aux pesticides. Voilà, c'est des enjeux en fait qu'il faut prendre conscience. C'est des enjeux de santé publique, mais également d'inclusion, parce qu'il y a également des opportunités économiques qui sont liées à cette transition-là. Il faut que tout le monde puisse s'en saisir. Donc cette année, on décide de passer à l'échelle, de faire grandir ce programme-là. On vise à inviter plus de 200 participants à l'occasion de Banlieue for Change cette année, qu'on souhaite mobiliser à travers 10 associations et lycées participants. Et en fait, l'idée, c'est d'inviter vraiment ces jeunes au Grand Palais pendant les 3 jours à travers différentes activations. Le premier jour, ce sera une activation un petit peu plus B2B avec une session de pitch, comme on a aujourd'hui, face à un parterre d'investisseurs qui seront invités par nos soins. Donc, on aura vraiment repéré les synergies possibles entre les projets qui pitcheront et également les spectateurs. Donc ça sera sur la première journée. Et sur la 3e journée, qui est une journée un petit peu plus grand public dans cet événement qui est plus économique, on invite plus de 200 jeunes à participer à un grand challenge pendant lequel ils vont être invités à réaliser une série de défis pour vraiment comprendre, augmenter leur compréhension sur ces sujets-là, mais également comprendre comment ils peuvent passer à l'action. Change Now, c'est le lieu où on passe à l'action. Le but, c'est vraiment de leur faire prendre conscience de leur rôle dans cette transition-là. Il y a également sur la 3e journée du sommet une job fair, donc un salon de recrutement où nous, Change Now, invitons nos partenaires à venir recruter sur le sommet. Donc il y a des opportunités professionnelles, des opportunités également académiques, des opportunités de formation. Et il y a également, sur les 3 jours du sommet, des opportunités de bénévolat pour des jeunes qui sont déjà sensibles à ces sujets-là et qui souhaitent agrandir leur réseau ou leurs connaissances, ou également découvrir un sommet international de l'intérieur. Et du coup, l'action sur le long terme, en fait, c'est de sensibiliser donc des milliers de jeunes des quartiers et même d'adresser d'autres publics après, donc notamment la ruralité. On a déjà des potentiels partenaires sur ces sujets. L'idée, c'est de bâtir une société durable, mais qui est avant tout basée sur l'équité. Et donc, je pense que vous êtes assez nombreux à être d'accord avec ce principe. Et donc, on vous invite à rejoindre le mouvement Banlieue for Change. Si vous êtes notamment une organisation, donc on cherche des entreprises, des fondations, des collectivités qui pourraient soutenir le dispositif Banlieue for Change, une association qui peut proposer du coup à ses bénéficiaires de profiter du dispositif Banlieue for Change, un média ou un influenceur qui pourrait faire rayonner le dispositif au-delà des murs du Grand Palais auprès de son audience située dans les quartiers. Et même si vous êtes un jeune, vous pouvez directement venir nous voir aussi pour en discuter et pouvoir bénéficier du programme Banlieue for Change. Donc voilà, on espère que c'était assez clair et que ça vous donne envie d'embarquer dans l'aventure Banlieue for Change. Merci pour votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos intervenants? On a été beaucoup trop clair, je crois. Oui, et puis vous avez parlé de thématiques super importantes comme... monsieur, le micro arrive, vous inquiétez pas, le micro arrive. Aucun souci. Donc, bonjour, je m'appelle James Brown, je suis un étudiant à l'Université d'Evry et je suis aussi président d'une association d'étudiants. Et ce que vous avez dit m'a beaucoup touché. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants veulent entrer un petit peu dans ce mouvement, avoir de l'impact. Et je voulais simplement savoir comment rentrer en contact avec vous en tant qu'association étudiante. Alors déjà, merci beaucoup. Alors on peut se parler là à l'issue de notre pitch et je te donnerai mon contact directement et on échangera sur ces sujets-là. Mais effectivement, les étudiants partout, pas que dans Paris intramuros, s'intéressent à ces sujets-là et il est important que tout le monde soit représenté et que toutes les opportunités soient accessibles à tous. D'accord, merci beaucoup. Super. Est-ce qu'on aurait une autre question, intervention? Madame, vous avez levé la main? Ah, pas de souci. Oui, madame? En fait, moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui, dans votre démarche, vous semble le plus innovant
Parce que oui, vous parlez de représenter tout le monde, de favoriser l'accès. Mais en soi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites pour que j'ai envie de m'engager, en fait. Parce que là, vous me dites rejoignez le mouvement, oui, bon. Mais concrètement, comment je vais vous être utile, en fait? J'aimerais bien savoir... Vous êtes une entreprise ou pour situer? Alors non, moi je suis étudiante, mais en fait moi j'aime bien informer, je suis curieuse et j'aime bien savoir qu'il y a des initiatives qui existent, mais que souvent c'est un problème de communication qui fait que qu'on n'est pas au courant. Et moi j'ai été touchée par ce qu'elle avait dit Zina par rapport à Campus Éducation, quand elle avait dit savoir, vouloir, pouvoir et vouloir. Donc c'est-à-dire que oui, cette notion de quand je ne sais pas, forcément, je ne suis pas au courant en fait de cette possibilité-là qui pourrait s'offrir à moi. Et moi, ce que je pense, ce qui a fait la différence dans mon parcours, c'est parce que j'adore échanger avec des personnes de différents horizons et que souvent, du coup, ces personnes-là font évoluer ma réflexion et me montrent qu'en fait, il existe d'autres voies. Donc moi, j'ai souvent cette idée de me dire que je peux transformer l'impossible en possible, ou que si la grande porte elle est fermée, je passe par la fenêtre. Et donc, voilà. Mais c'est grâce à des personnes que j'ai pu rencontrer à des moments clés et qui sont venues, en fait, me rencontrer. Alors, l'objectif du challenge, qui est au centre du programme, c'est vraiment de permettre d'accéder à toutes les opportunités du sommet Change Now, qui est le sommet le plus grand en France sur la transition écologique. Donc, qui présente des entrepreneurs, des porteurs de projets, des investisseurs sur ces sujets. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer la rencontre entre les jeunes et ces porteurs de projets, notamment des porteurs de projets qui viennent des quartiers, donc qui peuvent être des rôles modèles inspirants pour les jeunes. Et ça va être aussi l'occasion de les faire, il va y avoir un dispositif qui va être des rencontres entre les jeunes et des dirigeants d'entreprise pour parler des sujets de la transition écologique. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des rencontres qui n'ont jamais lieu, pour créer des déclics, une envie de s'engager, de devenir peut-être entrepreneur ou en tout cas de s'engager à son échelle de citoyen sur la transition écologique. Donc vraiment, ces rencontres, c'est ce qu'on veut mettre en place pour créer de l'inspiration et de l'envie de s'engager, quoi. Si je peux compléter et tirer un peu le fil de l'analogie que tu faisais avec Campus, avec qui des synergies peuvent peut-être exister avec Change Now, savoir en fait... avoir conscience et avoir connaissance de tous les enjeux de transition écologique, de biodiversité, des enjeux autour des ressources, etc. Vouloir rendre la transition désirable également pour les habitants des quartiers et enfin pouvoir se rendre compte que des opportunités existent, des opportunités réelles. Comme je te le disais, on a une job fair où on expose exclusivement des carrières dans l'impact. Donc la chose la plus forte que tu pourras faire toi en tant qu'étudiante dans ta vie et pour renforcer ton engagement, c'est le choix de ta carrière. On y passe au moins 60% de notre temps au travail. Et en fait, même si moi je mange bio, même si je décide de marcher plutôt que de prendre le bus, ce qui va compter réellement, c'est ce que je fais pendant 8 heures dans ma journée. Donc si je vais en bus travailler, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, chez T, pour un gros patron des ressources fossiles, en fait, j'y suis allée en vélo et puis j'ai mangé ma gamelle sans bœuf, mais je travaille pour les énergies fossiles, quoi. Donc toi, en tant qu'étudiante, il y a aussi tout ce truc-là, et c'est super important que les étudiants, vous soyez représentés à Change Now également, parce que vous représentez en fait le vivier de talents de demain. Merci beaucoup. Merci Anissa et Antoine. Et d'ailleurs, merci à toutes et à tous les intervenants d'aujourd'hui. C'était un plaisir d'ailleurs d'hoster pour vous cette rencontre. Et bien maintenant, l'idée c'est de dialoguer, partager et surtout d'agir. Agissons, agissez et très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Merci Ayoub. Je vais le reprendre. Alors, je ne sais pas quel effet ça vous fait. Moi, à chaque fois, j'ai toujours un peu un effet double. C'est d'un côté, je suis un peu déprimée des chiffres que j'entends, du constat. Et de l'autre côté, j'ai un regain d'espoir de voir tous ces jeunes qui travaillent pour notre avenir commun.